Dans les journées et les semaines suivantes, j'ai recommencé à jouer au hockey et à réintégrer une vie normale. Je me rappelle d'être au Canadian Tire et d'appeler ma conjointe pour lui dire « Je suis au Canadian Tire et ça se passe bien ». Une multitude de petites choses que je ne faisais plus et que je pouvais refaire. Je ne pratique pas de religion, mais le terme « résurrection » me semble des plus appropriés pour décrire la transition vécue suite au rendez-vous avec la neurologue. J'ai eu des journées avec un peu plus de symptômes par moment et j'ai eu quelques doutes sur la façon de gérer les choses. Est-ce que j'étais mieux de ne pas me faire de trop grosses journées d'activité et d'y aller plus progressivement? Mon médecin, un peu perplexe sur mon récit de rencontre avec la neurologue, semblait penser que je devais gérer ça intelligemment. J'ai donc recommuniqué avec la neurologue pour lui demander conseil pour le dosage de la reprise de mes activités. Elle prit le temps de m'écrire le message suivant. « Bonjour, Monsieur Léger. Je m'inquiète que vous n'ayez pas bien saisi le principe de faire abstraction des symptômes. Le principe est d'ignorer tous les symptômes, peu importe leur durée et leur intensité, et de refaire toutes vos activités sans autolimitation afin que votre cerveau, au bout de ses activités, même s'il a généré des symptômes très inconfortables, se rende compte qu'il a provoqué ces symptômes inutilement. Le cerveau apprend rapidement à ne pas répéter une opération inutile. Limiter la durée de vos activités en chronométrant celles-ci revient à continuer à écouter les symptômes et à vous laisser contrôler par ceux-ci. Ceci conforte votre cerveau dans son conditionnement négatif et prolonge le délai de votre guérison. Je suis consciente que bien des ergothérapeutes en réadaptation tiennent un discours de retour très progressif aux activités. Ceci est utile et prudent après un alitement prolongé avec atrophie importante des muscles, une fracture, un infarctus, etc., mais inutile, voire nuisible dans un syndrome d'hypervigilance. Dites-vous que même si votre cerveau n'est pas content et s'affole, il est capable de faire toutes ses activités antérieures et donc, vous le pouvez et vous devez le déjouer. La souffrance temporaire est un phénomène naturel dans un processus de guérison. Faites vos activités les plus agréables en premier afin de garder courage. Faites-vous un devoir de les faire jusqu'au bout. En espérant ces clarifications utiles, je vous encourage à faire tout ce dont vous avez envie le plus normalement possible, sans aucune limite préconçue. Cordialement. J'ai imprimé ce message que j'ai collé sur l'armoire et j'ai abordé chaque jour en le lisant. J'ai tout de même été très chanceux car je n'ai pas eu vraiment besoin de courage pour gérer les symptômes qui, en principe, devaient revenir en force car j'en avais presque plus. En constatant que pratiquement personne ne parlait d'hypervigilance, j'ai commencé à vouloir écrire mon histoire et à la partager à des gens qui sont aux prises avec des symptômes post-commotion. En faisant des recherches avec l'acronyme PCS pour Post-Concussion Syndrome, je suis tombé sur une étude réalisée et publiée en France en 2014 qui concluait que des patients qui avaient eu un choc post-traumatique sans aucun coup sur la tête pouvaient développer des symptômes similaires à un TCCL. Les conclusions de l'étude suggéraient de ne plus utiliser l'acronyme PCS car les symptômes n'étaient pas spécifiques aux gens ayant fait une commotion cérébrale et qu'ils entraient plutôt dans la catégorie PTSD pour Post-Traumatic Stress Disorder. C'était la première fois que je trouvais un écrit où je pouvais faire un certain lien avec le discours de la neurologue. Malgré mon expérience particulière, j'avais toujours quelques questionnements. Lorsque ça ne fait que quelques mois qu'on a fait une commotion, comment savoir si ce sont des symptômes causés par de l'hypervigilance ou des symptômes physiques? Aussi, j'avais eu la chance d'avoir une rémission instantanée de mes symptômes, mais comment aurais-je vécu ça si tout ne s'était pas remis en place aussi facilement? C'est là que la deuxième commotion m'a permis de trouver certaines réponses à ces questions. La deuxième commotion. Par une douce journée de janvier 2020, toujours au hockey, il faut peut-être que je commence à comprendre quelque chose, je fais un pivot et mes patins bloquent dans la glace extérieure qui est molle. Je bascule vers l'arrière, je bloque la rotation au dernier moment et j'évite ainsi de me cogner la tête sur la glace. Mais juste le fouetter de la tête vers l'arrière est assez fort pour que j'en perde ma casquette. Encore une fois, je crois que je suis correct sur le coup, mais le lendemain, je commence à avoir de drôles de sensations en faisant de la raquette. La bonne chose d'une deuxième commotion, c'est que j'ai appris. Je fais donc les choses correctement, c'est-à-dire que j'avise mon employeur qui commence à trouver que je devrais lâcher le sport et je prends une semaine de repos complet. Mais il semble que je retombe rapidement dans le sillon de l'hypervigilance. Après quelques semaines de haut et de bas au niveau des symptômes, je retourne voir mon chiro qui finit la séance en me disant « Je vois rien de grave. Tu te souviens comment ça s'est terminé la dernière fois? Ta neurologue a dû te brasser. Je suis pas très bon pour brasser mes patients, mais sur le coup, j'ai revécu un peu le même phénomène de rémission de symptômes instantanés.
mais les symptômes sont ensuite revenus à la charge. Puis cette fois, j'ai eu moins de facilité à m'en débarrasser. Ça peut sembler ésotérique, mais étrangement, c'est lorsque je regardais un écran, télé, ordi, cellulaire, que je commençais à sentir l'augmentation des symptômes d'étourdissement. Mon cerveau avait fait, semble-t-il, un lien de danger avec les écrans, ce qui est un petit peu handicapant pour travailler. Et les symptômes furent assez intenses pour que je me remette à travailler à temps partiel pour tenter d'aider ma cause. Puis, j'ai réimprimé le courriel d'un neurologue que j'ai recollé sur l'armoire. Mais c'est uniquement en juin, soit environ 5 mois plus tard, que j'ai réussi à me défaire de mes symptômes en décidant que c'en était assez, que c'était clairement et uniquement de l'hypervigilance et que je me lançais à réellement ne plus écouter mes symptômes. Malgré ce que j'avais pu vivre de façon spectaculaire lors de la fin de ma première commotion, que je savais que je n'avais pas eu une grosse deuxième commotion et que j'ai beaucoup de volonté, ce fut difficile de me débarrasser des symptômes d'hypervigilance lors de cette deuxième commotion. L'humain est ainsi fait, quand ça fait mal, on comprend qu'il y a du danger et on veut éviter de répéter l'expérience. Le mot « éviter » est très important dans l'équation de l'hypervigilance. Il est à la source du problème. En y repensant, lorsque j'entendais des sons forts, dérangeants, et que j'identifiais à tort ou à raison quelque chose qui fait augmenter mes symptômes lors de ma première commotion, je faisais une association négative qui s'amplifiait à chaque fois que j'étais en contact avec cette situation. Je faisais de l'évitement. Sans le savoir, je me peinturais moi-même dans le coin. Et on est tous ainsi faits. De façon inconsciente, notre cerveau se programme à craindre ce qui nous est apparu comme étant dangereux. C'est mathématique, ça se produit comme 2 plus 2 égale 4. Lorsqu'on est du type à se poser beaucoup de questions et à être analytique, on est d'autant plus à risque de tomber dans le piège de l'hypervigilance. Lors de ma deuxième commotion, malgré que je savais que les symptômes que j'avais lorsque je regardais un écran étaient clairement reliés à de l'hypervigilance, je tentais malgré tout, inconsciemment, d'éviter les écrans. Ça m'a frappé quand j'ai réalisé que je me disais que la longue fin de semaine allait me donner une belle pause d'écran. C'est là que j'ai décidé de me lancer dans le vide. J'ai jamais fait de bungee, mais c'est l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire de me lancer dans le vide alors que tous tes sens te disent que c'est pas une bonne idée. J'ai donc décidé, cette fin de semaine-là, qu'à chaque fois que j'avais besoin d'aller sur un ordi ou sur mon téléphone pour une information, un achat en ligne, etc., je le ferais sans aucune réflexion. Dans notre couple, ma conjointe et moi, on se tient à jour sur ce qu'on vit. Mais cette fois, j'ai décidé de taire le combat que je venais de commencer. Je me fatiguais moi-même de m'entendre lui parler de mes symptômes. Cette fois-ci, c'était entre moi et moi, entre le conscient et le subconscient. J'avais décidé que je reprenais les commandes et que j'allais dicter à mon cerveau dans quelle direction nous allions, et pas l'inverse. C'est environ le mercredi, soit 4 à 5 jours plus tard, que j'ai réalisé que j'étais en train de gagner la bataille. Les symptômes se sont dissipés pour de bon. Je dois ajouter à ça une troisième expérience d'hypervigilance qui remet même en question la deuxième commotion. En janvier 2021, je tombe sur les fesses en ski de fond. L'impact n'est pas agréable, mais clairement insuffisant pour créer une commotion. Toutefois, l'inquiétude s'empare de moi lorsque je commence à ressentir des symptômes dans les secondes, minutes plus tard. Inquiétude égale amplification des symptômes, égale davantage d'inquiétude, égale davantage de symptômes, et c'est la spirale négative que je me dois de stopper rapidement. Il a fallu que je me raisonne avec insistance pour que les symptômes se calment à mon retour à la voiture. Suite à cette expérience, j'ai même eu des doutes que j'ai toujours, à savoir si la deuxième commotion en était vraiment une. Mes conclusions. J'ai bien senti que tous les thérapeutes et professionnels de la santé que j'ai rencontrés étaient dévoués pour m'aider. Je les en remercie. Mais personne ne m'a parlé ou n'était au courant du phénomène d'hypervigilance. Et malheureusement, le discours d'y aller progressivement peut, selon moi, nuire et même favoriser l'hypervigilance. Peut-être que pas tout le monde peut vivre une dissipation instantanée des symptômes, mais je crois que le fonctionnement de notre subconscient, de son mécanisme de programmation et d'association négative ou positive s'applique à tous. Et donc à tous ceux qui ont subi un TCCL et qui ont toujours des symptômes après 3 mois. De ce que j'ai compris, il y aurait toujours une part d'hypervigilance dans les symptômes persistants et que ça pourrait aller jusqu'à 100%, ce qui était mon cas. Bien guidé, j'aurais pas eu besoin de faire d'arrêt de travail si j'avais compris ce qui se passait quand j'ai joué au hockey dans l'entrée de garage avec mes enfants, c'est-à-dire que mon cerveau avait interprété des déplacements rapides comme un danger. Au total, j'ai été arrêté pendant 1 an et j'ai dépensé près de 12 000 $ en traitement. J'ai fait une rétroaction de mon histoire à pratiquement tous les thérapeutes que j'avais rencontrés. La plupart du temps, j'ai eu aucun commentaire ou les intervenants semblaient rester sur leur conception des choses.
Bien peu ont donné une réponse en cohérence avec ce que j'ai vécu. Moi-même, qui est généralement d'une grande ouverture et déterminée, j'ai eu bien de la difficulté à accepter le discours de la neurologue. D'ailleurs, je comprends mieux sa note de 2,5 sur 5 puis les commentaires de patients qui peuvent être aux prises avec de l'hypervigilance depuis plusieurs années, mais qui, tristement, refusent le concept du revers de la main. J'ai eu aussi de la difficulté à bien identifier l'implication de l'hypervigilance lors de ma deuxième commotion et à me débarrasser de mes symptômes. Même lorsque j'ai compris que l'hypervigilance est l'unique source de mes symptômes, ça a été tout un défi d'être capable de les ignorer. J'ai un ami qui m'a fait l'analogie suivante, que j'aime bien, pour décrire l'hypervigilance. Il dit « c'est comme les allergies. Le cerveau détecte une substance qu'il perçoit à tort comme dangereuse et c'est sa propre réaction, c'est-à-dire les mécanismes de défense qu'il déploie, qui peuvent être véritablement dangereux jusqu'à causer la mort dans le cas des allergies. » J'ai fait une lecture que je vous recommande fortement, qui est le livre « Le placebo, c'est vous » de Joe Dispenza, qui est également disponible en livre audio. La neurologue m'a dit « Vous êtes chanceux, vous êtes venu me voir à temps. Certains se rendent encore plus bas dans la spirale. J'ai des patients qui ont placardé leurs fenêtres pour bloquer la lumière du jour, qui ne tolèrent pas le simple vacillement d'une chandelle, qui ont perdu leur emploi, leur conjoint-conjointe, qui ont sombré dans la dépression. Effectivement, je me considère très chanceux. J'ai eu un soutien extraordinaire de ma conjointe et des gens autour de moi. Je suis chanceux aussi d'être tombé sur la neurologue alors que je voulais annuler le rendez-vous. Et je vous souhaite de tout cœur d'être aussi chanceux que moi. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos questions ou commentaires.